« 1984. Une lutte à finir entre des citoyens et Hydro-Québec s'engage pour empêcher la construction de pylônes électriques dans le fleuve Saint-Laurent. Des officiers. Bienvenue à Tout le monde en parlait. 1984, Hydro-Québec veut vendre et exporter rapidement son électricité vers les États-Unis. Pour y arriver, elle envisage de construire une série de pylônes électriques qui traverseraient le Saint-Laurent entre Grondines, dans la région de Portneuf, et Lotbinière. Les citoyens de ces régions craignent que leur paysage soit défiguré, leurs terres agricoles saccagées et leur environnement détruit à tout jamais. Déterminés et tenaces, ils s'opposent à ce projet et se mobilisent contre Hydro-Québec. Voici l'histoire de cet affrontement. J'habite un fleuve en Haute-Amérique, presque océan, presque Atlantique. À partir du moment où je me suis installée à Grondines, j'ai fait beaucoup d'expositions sur le thème de hommage au fleuve Saint-Laurent. C'est devenu ma source d'inspiration. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Micheline Beauchemin est une artiste de réputation internationale. Elle possède à Grondines une maison ancestrale. Cet endroit-là est devenu comme l'endroit du bonheur parfait. Un bonheur qui va presque virer au cauchemar. C'est qu'Hydro-Québec veut faire passer sa ligne de transport électrique au-dessus de sa propriété et traverser le fleuve Saint-Laurent en face de chez elle. Pour finalement aboutir sur l'autre rive, à Lotbinière. Le 4 octobre 1984, l'artiste est en train d'installer une de ses œuvres au Palais des Congrès de Montréal, lorsqu'un hélicoptère atterrit sur sa propriété de Grondines. Mon atelier à Grondines continuait de travailler et tous les jours, on se parlait au téléphone et on m'a dit, écoutez, il y a des choses bizarres, il y a des hélicoptères qui viennent tous les jours. Les gens descendent, débarquent dans le pré où était ma jument. Alors, j'ai dit, je vais venir. Je suis partie de Montréal, je suis arrivée là. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Bien, on dit, on est en train d'implanter le tracé pour la future ligne. Et j'ai dit, mais vous voyez pas qu'il y a des animaux ici qui sont absolument affolés? Et puis, c'est pas chez vous, c'est chez moi. Je suis retournée chez moi. J'ai pris ma carabine et puis j'ai tiré dans les pneus de la camionnette. Ça a fait pouf, pouf. Et puis, ils sont partis KO vers la route, vers le chemin du Roi. Et quand ils sont ensuite passés devant la maison, j'ai tiré dans le moteur. J'ai pas tué personne. Mais je peux vous dire qu'ils sont pas revenus. C'est un sentiment de colère qu'éprouve Micheline Beauchemin. Sa jument noire pur sang, qui s'est grièvement blessée sur une clôture à l'arrivée de l'hélicoptère, meurt quelques jours plus tard à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Les hélicoptères d'Hydro-Québec qui sont allés chez Mme Beauchemin, c'était notre première équipe d'avant-garde. À l'époque, Jean Fontaine d'Hydro-Québec, un géographe, est administrateur adjoint de ce projet. La société d'État n'a jamais consulté Micheline Beauchemin concernant cette ligne qui va passer au-dessus de sa propriété. Là, on avait une carte noire dans notre dossier. On avait un carton noir. Là, on avait fait une erreur, puis il fallait vivre avec cette erreur-là. Sans prendre rendez-vous, Mme Beauchemin décide de se rendre directement au bureau de Guy Coulombe, le PDG d'Hydro. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que j'apprends que vous allez mettre une ligne, vous passez chez moi, vous venez, vous tuez mes animaux et
J'ai jamais eu aucun avis. Il dit, mais vous n'êtes qu'une puce. J'étais en colère. Alors, j'ai dit, vous allez voir qu'est-ce qu'une puce peut faire. Choqué par de tels propos dont Guy Coulombe dit ne pas se souvenir 24 ans plus tard, Micheline Beauchemin s'engage dans la bataille de sa vie. J'ai pensé, ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais qu'il fallait absolument faire l'impossible. Il fallait faire l'impossible pour stopper ce projet de ligne d'hydro qui tire son origine d'un contrat de vente d'énergie signé entre le gouvernement de Pierre-Marc Johnson et le NEPOOL, le New England Power Pool. Il y aura donc devancement de la construction de la 6e ligne en provenance de la baie James. Cette ligne à courant continu sera mise en service en 1990. Cette ligne pour vendre de l'énergie garantie aux Américains de la Nouvelle-Angleterre était prévue pour 1998. D'habitude, un projet de cette envergure-là, c'était de l'ordre de 10 ans. Le projet est marqué « pressé » par Hydro-Québec, car il doit rapporter entre 1990 et 2000 plus de 5 milliards de dollars à la province. Au niveau des études, suivi, permis, construction. Et là, il fallait le faire en 5 ans. Donc, il fallait prendre toujours les moyens les plus efficaces pour arriver à nos objectifs. Micheline Beauchemin mobilise les citoyens de Grondines contre le projet d'Hydro. Sa renommée d'artiste lui permet d'obtenir le soutien de plusieurs personnalités politiques, municipales et d'affaires. Elle engage l'avocat Guy Bertrand pour qu'il dépose une demande d'injonction pour faire stopper le projet. La population est placée devant le fait accompli. C'est qu'on a signé un contrat, l'énergie doit être livrée en 1990, et on dit à la population, embarquez dans le bateau, vous n'avez pas le choix. Alors que la loi dit qu'on doit consulter avant d'arrêter un projet définitif. De l'autre côté, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, les citoyens de Lotbinière se mobilisent à leur tour. Le patrimoine que représente le Saint-Laurent n'était absolument pas pris en considération. C'était traité comme un cours d'eau comme un autre. André Sténier, qui habite à cette époque Lotbinière, est lui aussi outré par l'attitude d'Hydro. Il s'engage dans la lutte et devient président du groupe Contestation Portneuf-Lotbinière. C'est de nous dire, nous avons un contrat avec les États-Unis, nous devons être prêts à livrer de l'électricité en 91. Pour cela, il faut que nous commencions dès maintenant. Nous n'avons plus le temps de passer par toute la consultation sur le tracé de la ligne. Un véritable affrontement se dessine entre Contestation et Hydro-Québec. Les résidents de Lotbinière bloquent pendant quelques heures la route 132 qui longe le Saint-Laurent dans le but de sensibiliser la population et les élus. En 1985, John Tchatcha est nommé ministre de l'Énergie et responsable d'Hydro quand Robert Bourassa revient au pouvoir. C'était une préoccupation parce que ça avait été apporté à mon attention par un groupe de contestataires de la région. Et j'avais vu que c'était pas quelque chose vraiment de farfelu, c'était bien fondé, leur contestation. Une contestation bien fondée qui prend le chemin de la procédure judiciaire. L'avocat Guy Bertrand dépose devant la Cour supérieure une requête pour rendre inconstitutionnelle l'exportation de l'électricité. Il est loin d'être sûr, et au contraire, qu'il ne relève pas de l'autorité fédérale, ce qui touche l'exportation de l'énergie à l'extérieur du Canada. Et on n'a jamais pris la position qu'on n'aurait pas pu exporter sans le consentement d'Ottawa. Notre position, c'était, si les richesses naturelles sont les nôtres, bien, ce qu'on fait avec, c'est notre décision. Pendant ce temps, Contestation étoffe son dossier et propose un autre corridor à Hydro-Québec, celui de Trois-Rivières-Bécancour. C'est un corridor en zone industrielle, plus en ligne droite vers le poste de raccordement des cantons et qui coûterait moins cher. Il y a en plus une ligne de transport d'Hydro qui est déjà installée. Moi, je me dis, si vraiment on est pressé, on devrait plutôt traverser en ligne droite. S'il fallait passer par Bécancour, on ne pouvait pas rencontrer
les échéanciers des contrats signés avec les Américains. Malgré l'opposition de contestation, le gouvernement décide d'imposer par décret le tracé de Portneuf-Lobinière. C'est une décision qui est loin d'apaiser la grogne des opposants. Cette décision-là, c'est une insulte, c'est nous prendre pour des innocents, c'est prendre le comité de contestation pour des enfants, puis leur dire, bon, mais ça fait 6 mois que vous énervez, là. Bon, ben, la décision, M. Tchatcha, il l'a prise, puis c'est fini, là. Le premier ministre Robert Bourassa doit s'en mêler. C'est avec M. Bourassa que nous avons réussi le premier grand tournant de l'affaire. Mais je trouve qu'avec l'hydroélectricité, on a tous les atouts sur le plan du prix, de l'écologie. Le seul problème qu'on a, dans certains cas, c'est les lignes de transmission. On le voit. M. Bourassa nous dit, ça me paraît sérieux ce que vous dites, je vais demander une révision du dossier par M. Tchatcha et en attendant un moratoire à Hydro-Québec sur les travaux. Le premier ministre était très sympathique. À quelle autre mesure pourrions-nous prendre pour s'assurer que l'environnement va être protégé? La rencontre avec le premier ministre est encourageante, mais on est encore bien loin d'une solution pour mettre un terme à cet affrontement. Le 8 décembre 1986 est une date charnière. Le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, met son nez dans le dossier. André Beauchamp préside les audiences. Normalement, on s'attendait à avoir 2 corridors ou 3 corridors. Et quand on est arrivé au moment de l'audience, il n'y avait qu'un corridor parce que le gouvernement avait statué sur la sélection du corridor avant que la consultation publique ait lieu. Donc, ça donnait mauvaise bouche en partant au dossier et les gens ont beaucoup accroché là-dessus en disant, au fond, les vraies décisions ont-elles été prises avant que le dossier ne soit soumis à l'audience? Devant le BAP, les opposants à la construction de la ligne aérienne proposent une autre solution. C'est de faire passer des câbles électriques sous le fleuve Saint-Laurent pour sauvegarder la beauté du paysage. Les ingénieurs d'Hydro répliquent que cette idée doit être rejetée parce qu'elle n'est pas au point techniquement. On va voir qu'ils seront contredits par d'autres experts. En décembre 1986, lors des audiences du Bureau d'audience publique sur l'environnement, il y a un revirement spectaculaire. C'est qu'Hydro-Québec a toujours dit que la technologie sous-fluviale n'était pas au point. Une étude d'une société privée d'ingénierie dira le contraire. Un rapport d'étude commandé par Hydro-Québec à la firme SNC et daté de février 85 indique exactement le contraire. La traversée du fleuve Saint-Laurent par câble sous-marin est réalisable. Ces rapports n'ont jamais été communiqués à notre gouvernement, malgré mes demandes et celles du comité ministériel d'examiner toutes les possibilités de réaliser une telle traversée. J'étais pas de bonne humeur parce que quand on demandait que ça soit fait par la technologie de sous-fluvial, on se faisait dire « Mais non, on ne peut pas parce que c'est pas à point, puis c'est pas garanti. » Puis on a découvert l'étude de SNC donnant le feu vert que toute la technologie était prête. On avait fait notre travail, on savait que si on introduisait cet élément-là, il y avait un risque supplémentaire et on compromettait la mise en service du projet. Alors donc, il n'était pas question d'introduire cet élément-là qui compromettait notre projet. Le 27 mars 1987, le BAP dépose son rapport d'enquête et conclut qu'une traversée sous le fleuve Saint-Laurent est réalisable. C'est donc toute l'image d'Hydro-Québec qui est fortement tachée. Dans ce dossier-là, ils étaient pressés et je pense qu'ils ont escamoté la procédure. Hydro-Québec doit rendre des comptes et le ministre John Tchatcha convoque le PDG de la Société d'État, Guy Coulombe. Je lui ai dit, voici ce qu'on va faire. On va construire la ligne aérienne et on va commencer
le sous-fluvial. Et quand la ligne sous-fluviale sera complétée, vous allez démanteler la ligne aérienne. Ouf, la réaction de l'autre côté, je pense qu'il avait tombé de chassaise. Et c'est de même que la décision d'aller par le sous-fluvial a été prise. Évidemment, j'en ai discuté avec le premier ministre et il a appuyé ça sans réserve. Il y avait quand même un beau côté à cette décision-là. Oui, elle était dure à prendre. Oui, elle nous avait mis dans une situation difficile. Oui, on passait pour des gens qui avions caché l'information, ce qui n'était pas le cas. Mais au bout de la ligne, on avait le temps d'aller en appel d'offres pour les câbles. On avait l'espace pour les tester. Et si ça n'avait pas fonctionné, on avait notre lien aérien qui fonctionnait. Et quelque temps après cette décision, le groupe Contestention juge que le gouvernement Bourassa fait preuve de bonne volonté et d'un certain désir de protéger l'environnement, en plus d'asseoir son autorité sur Hydro-Québec. On savait qu'Hydro-Québec allait être obligé de passer par le sous-fluvial, mais ça a encore pris des mois quand même. Après 2 ans de lutte acharnée, le groupe Contestention, lui, désire conclure une entente avec le gouvernement et Hydro-Québec. Une entente qui garantirait le démantèlement de la ligne aérienne dès 1993 et qui permettrait de payer la facture des avocats et de mettre fin au recours judiciaire. Il nous a fallu 14 versions successives pour arriver à une version qui soit acceptable pour nous, parce que nous étions très exigeants. Nous voulions absolument assurer l'avenir. Hydro-Québec avait besoin d'une solution provisoire. On lui accordait la solution provisoire, mais avec des engagements fermes qu'elle était vraiment provisoire. Et donc, on voulait avoir l'argent nécessaire, la reconnaissance nécessaire pour pouvoir actionner Hydro-Québec si elle ne respectait pas le caractère provisoire de cette solution temporaire. Hydro-Québec et les opposants au passage de la 6e ligne aérienne de transport d'énergie entre Grondines et Lobinière viennent de régler à l'amiable avec l'engagement d'Hydro de démanteler la ligne en question au plus tard le 31 décembre 1993. Les grues et les monteurs de lignes d'Hydro passent à l'action. En septembre 1989, l'immense taupe de 95 tonnes amorce le creusage et le bétonnage du tunnel sous-fluvial de 4 km entre Portneuf et Lobinière. Malgré l'entente, le chantier s'avère très pénible et outrageant pour Contestention. Quand Hydro-Québec a commencé ses travaux, ces vrais travaux, ils ont planté des policiers à l'entrée de tout leur chantier en armes, en nous disant dans un communiqué « Nous craignons trop la violence des gens de Lobinière ». Alors là, moi, j'ai sorti un communiqué, parce que c'était mon rôle à ce moment-là, dire « La violence, c'est Hydro-Québec qui l'a fait, et ce n'est pas nous ». Le chantier est aussi très éprouvant pour bien des résidents. Ah, c'était épouvantable, mais il faut vous dire que pour faire cette jetée-là, c'est des millions et des millions de camions de pierres qui ont été déversés dans le fleuve. Ils l'ont fait, et quand ils l'ont défait, ça a été encore les mêmes années de poussière épouvantable. C'était invivable, c'était invivable. Bien, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai arrêté de travailler. 8 ans. J'ai arrêté complètement. Quand le chantier de construction a pris fin, Hydro-Québec a respecté son engagement de démanteler la ligne aérienne, mais quelques mois plus tard que prévu. Après la pause, la lutte des citoyens de Portneuf-Lobinière a des impacts majeurs au Québec. Vous pouvez visiter notre site Internet à radiocanada.ca/parler. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Il y a un grand gagnant dans cette affaire, c'est le Saint-Laurent. Peut-on parler de gagnants et de perdants dans toute cette épopée, où des citoyens ont voulu protéger leur paysage et le fleuve Saint-Laurent pour ne pas voir des pylônes et des câbles électriques dans leur environnement?
enfin, la notion de paysage du Saint-Laurent est devenue une valeur spécifique au Québec qu'il faut encadrer, qu'il faut protéger. Il y a eu des perdants parce que notre solution n'était qu'un compromis quand même. Nous avons accepté que la ligne passe par nos régions, mais Hydro-Québec a accepté de ne pas traverser le fleuve par voie aérienne. Ça a créé un précédent de construire le sous-fluvial. Et si ça devrait arriver à un autre endroit, ça ne serait pas encore une ligne aérienne, ça serait encore le sous-fluvial. Ça s'est passé d'une façon très civilisée. Ces gens-là avaient des opinions. On était bien équipés, Hydro-Québec. Ils se sont équipés pour nous accoter, nous contester. Ils ont fait un travail de recherche très méthodique. Ils ont vraiment été habiles dans leur démarche politique. On n'a jamais essayé de contrer ça. La lutte des citoyens de Portneuf-Lotbinière déborde largement leur région. En effet, le gouvernement Bourassa adopte une loi qui interdit la construction de toute nouvelle structure au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Un précédent qui consacre la préservation des paysages comme un enjeu majeur en environnement. Je sais que pour se motiver, nous, là, pour rencontrer les échéanciers, là, on se répétait souvent que c'est 6 000 $ la minute que ça va rapporter là, lorsque ça va fonctionner. Les gens avaient peur. La peur, Hydro-Québec, c'est énorme. Hein? J'étais sympathique aux demandes de ces gens-là parce que, essentiellement, il y avait raison en termes des effets sur leur environnement.